Pendant plus de 3 décennies, ce vélo rouge n'a plus jamais été revu jusqu'au jour où un morceau de celui-ci a émergé de la terre, à seulement 500 mètres de chez nous. En février 1991, le quartier de Santa Candida, au nord de Curitiba, était encore un endroit où les enfants jouaient au ballon sur l'asphalte et où les voisins se connaissaient par leur nom. À cette époque, les portes restaient ouvertes pendant la journée et les voix des mères appelant leurs enfants à l'intérieur résonnaient sur les trottoirs au coucher du soleil. Ce dimanche-là, le ciel était clair et une odeur de haricots flottait dans les cuisines ouvertes. Vers 2 heures de l'après-midi, Eduardo Nunes de Almeida, 8 ans, demanda la permission d'aller faire un tour à vélo avant le début du spectacle Fantastico. Sa mère, Donna Selma, hésita. C'était la rentrée scolaire et il n'avait pas encore fini ses devoirs, mais, comme toujours, elle céda à une condition, une demi-heure seulement, et il resterait dans la rue haute. Il conduisait un vélo rouge orné d'autocollants Jaspion, un cadeau de son père, décédé des années plus tôt d'un AVC. Il était le seul enfant de la maison, élevé avec une attention double. D'un naturel calme, presque timide, il avait l'esprit vif. Il savait assembler des jouets tout seul et demandait toujours à apprendre à réparer la vieille radio du salon. Il sortit sur le trottoir, ses tongs défaits et les cheveux encore mouillés par la douche. Il portait un t-shirt bleu clair à motif et un short en jean. Il passa devant la maison de Donna Mariana, une voisine de 74 ans qui s'asseyait souvent sur une chaise en paille avec un verre de maté glacé. Elle lui fit signe de la main et lui dit « Va loin, Dudu ». Il répondit en souriant, juste au coin, « Grand-mère ». Ce fut le dernier contact enregistré avec Eduardo Nunes. Quelques minutes plus tard, Donna Mariana raconta avoir entendu le cliquetis de sa chaîne de vélo alors qu'il tournait au coin de la rue Vicente Sicarino, se dirigeant vers le fond d'un terrain vague. Après cela, le bruit du tourniquet ne se fit plus entendre, et son rire ne transperça plus le vent. Vers 15h15, Selma franchit le portail, un torchon à la main. Elle appela Eduardo à 3 reprises, mais sans succès. Elle essaya de sourire, se disant qu'il devait être chez Seayo, un camarade de classe qui habitait à 3 pâtés de maison. En 20 minutes, elle avait frappé à 4 portes. En 1 heure, elle appela la police. À 18h, le premier signalement fut déposé. La voiture de patrouille Ingis 83 a patrouillé dans les rues avoisinantes, sans trouver de traces. À 20h, la nouvelle était déjà diffusée à la radio municipale, un garçon de 8 ans a disparu à Curitiba. Les recherches ont commencé le soir même. Des lampes torchées ont balayé les jardins, les arrière-cours et même les réservoirs d'eau. La communauté était sous le choc. Le lendemain, une quarantaine de bénévoles et 3 chiens renifleurs de la police ont été déployés pour ratisser les environs, notamment l'ancien entrepôt de la Syrie, déjà désaffecté à l'époque et isolé par un portail rouillé qui, selon les voisins, servait à entreposer des machines abandonnées. Mais les chiens n'ont rien signalé. Durant les 7 premiers jours, l'affaire a été relayée par les radios locales et par de courts articles dans les journaux. La photo d'Eduardo, souriant, les dents de devant écartées et les yeux plissés par le soleil, a circulé dans tout Curitiba. À l'école, une fresque murale représentant son visage a été placardée près de l'entrée principale. Au terminal du quartier, un employé a déclaré avoir cru le voir monter dans un bus en direction de Colombo, mais la caméra embarquée n'a jamais été retrouvée. Le vélo a également complètement disparu. Aucun signe, aucun bruit, aucune roue jetée dans un ruisseau, c'était comme si Eduardo avait disparu. Dans les semaines qui ont suivi, diverses hypothèses ont émergé. S'est-il enfui? A-t-il été enlevé? A-t-il eu un accident? S'est-il égaré sur un chantier et est-il tombé? Il n'y avait pas de puits, pas de forêt dense, pas de terrain qui n'ait été perturbé ou du moins, c'est ce que disaient les rapports. L'angoisse de la famille s'est transformée en protestation. Donna Selma, les yeux creusés de larmes, s'est rendue au conseil municipal pour demander que le dossier de son fils ne soit pas classé. 3 mois plus tard, une commission d'État chargée de soutenir les enfants disparus fut créée, le nom d'Eduardo figurant en tête de la liste. Mais malgré les campagnes, les affiches, les promesses et les enquêtes, rien ne fut découvert. Aucun témoin n'aperçut autre chose que Donna Mariana.
Aucun objet ne fut retrouvé. Aucune nouvelle piste ne se dessina, même au fil des ans. En 1993, l'enquête fut officiellement close faute de preuves, et le quartier reprit vie. Les rues furent refaites en 2001. L'épicerie du coin devint une franchise. L'église fit peau neuve, mais la maison du numéro 133, à l'angle de la rue Vicente Sicarino, resta inchangée, le portail blanc qui pelait, les fougères sur le porche, et une mère assise sur le même canapé, attendant que quelqu'un sonne à la porte pour lui annoncer la nouvelle. 30 ans de silence s'écoulèrent. La maison était restée au même endroit, mais tout avait changé autour, à l'exception du vide. 10 ans après la disparition d'Eduardo, peu de journaux s'en souvenaient encore. Certains talk-shows tentèrent de reconstituer l'affaire dans des séquences captivantes, mais Donna Selma déclina toutes les invitations. Elle affirma que ce n'était pas un spectacle, mais une absence. Au début des années 2000, le quartier de Santa Candida s'est enrichi de nouvelles constructions. La circulation automobile s'est intensifiée et l'ancien parc à bois, longtemps inutilisé, a été vendu et divisé en 3 parties, un petit centre logistique, un entrepôt de machines agricoles et une zone clôturée restée fermée. Personne ne savait exactement pourquoi. Une rumeur affirmait que cela était dû à des problèmes juridiques, une autre à une contamination des sols. En réalité, cette parcelle de terrain, située à environ 500 mètres de la maison Nunes de Almeida, est restée intacte pendant des décennies. Selma y est restée seule. Son mari était décédé en 1989. Après la disparition de son fils, elle n'a plus jamais eu de relation avec qui que ce soit. Elle vivait de petits boulots, de prestations d'invalidité et de l'aide d'une nièce qui venait une fois par semaine. Les voisins la respectaient, mais beaucoup évitaient tout contact. Une sorte de tristesse silencieuse enveloppait cette maison, comme si y entrer signifiait aussi pénétrer dans un temps figé. En 2011, elle a été interviewée pour un documentaire sur les personnes disparues au Brésil. La phrase la plus marquante se trouvait à la fin de l'enregistrement, « Quand on enterre un enfant, le cœur saigne, mais quand on ne le fait pas, il pourrit en silence. » Dans les années qui suivirent, Eduardo devint une figure emblématique. Son nom fut cité dans des séminaires, des thèses universitaires et des dossiers de la police civile, mais dans la pratique, il resta introuvable. Jusqu'en 2021, soit exactement 30 ans jour pour jour après sa disparition, la zone clôturée de l'ancienne Syrie fut mise en vente. Une société d'ingénierie spécialisée dans la rénovation structurelle de propriétés abandonnées a acquis l'intégralité du terrain dans l'intention d'y construire un centre commercial avec parking. La première phase impliquait des travaux de déblaiement et d'excavation, le terrain étant en grande partie accidenté et recouvert de racines, de débris, de bois et de débris métalliques. En juin de la même année, les équipes commencèrent à travailler sur le site. Les habitants remarquèrent bientôt le mouvement des machines, le bruit des tracteurs et l'arrivée constante des ouvriers. Pour la première fois depuis longtemps, ce terrain oublié commença à être retourné. Le 3e jour de fouille, vers 16 heures, l'un des ouvriers, Luciano, 26 ans, conducteur de pelleteuse, remarqua que la machine avait arraché un enchevêtrement de racines et compacté la terre. En s'approchant pour l'inspecter manuellement, il remarqua une trace de rouille dans l'argile. Pensant à un câble métallique, il tira dessus avec ses gants et réalisa qu'il s'agissait d'une roue mais pas n'importe laquelle, une roue de vélo d'enfant à l'ancienne, chromée et dotée d'une jante en plastique rouge, partiellement corrodée par le temps. Elle était coincée entre des branches et des sédiments durcis, comme si elle avait été avalée par les racines d'un arbre de taille moyenne. À côté d'elle, partiellement enterré, se trouvait un morceau de tissu bleu et blanc avec un imprimé de personnages de dessins animés délavés. Luciano appela le contremaître, qui appela immédiatement la police. En moins de 2 heures, la zone était bouclée. Un expert médico-légal confirma que le tissu était ancien et pouvait être là depuis de nombreuses années. C'est alors que des rumeurs commencèrent à circuler dans le quartier. Serait-ce Eduardo? La nouvelle parvint à la presse en moins de 24 heures. L'affaire redevint d'actualité, comme un possible développement dans l'une des plus anciennes disparitions d'enfants du Paraná. Le procureur qui avait suivi l'affaire dans les années 1990 avait déjà pris sa retraite, mais la brigade criminelle rouvrit l'enquête.
Lorsque la mère d'Eduardo vit l'image de la chemise à la télévision sale, déchirée et couverte de boue, elle s'assit par terre dans la cuisine. Malgré la boue, elle reconnut le tissu. C'était l'une des chemises préférées de son fils, achetée au marché du quartier de Bacatray. Les coutures étaient légèrement de travers, et l'ours en peluche imprimé dans le coin droit était encore visible. Au cours des jours suivants, la zone a été entièrement fouillée. Ils ont également découvert un petit collier en métal portant la lettre E, dont la mère a confirmé qu'il appartenait à Eduardo, offert par un cousin pour Noël 1990. À quelques mètres de là, un canif à manche en bois, rouillé mais dont le mécanisme était intact, a été exhumé. Le matériel génétique des tissus fut envoyé pour analyse à l'Institut médico-légal du Paraná. Le rapport fut publié 14 jours plus tard. Le résultat fut publié avec une phrase courte mais définitive, matériel compatible avec le profil génétique d'Eduardo Nunes de Almeida. Le garçon disparu en 1991 avait enfin été retrouvé, mais sans corps, sans os, sans restes humains, juste un t-shirt déchiré, une roue rouillée et 30 ans de silence qui commençaient à résonner. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous aussi ressentez le poids de ces silences. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer d'autres histoires comme celle-ci. Des cas réels, oubliés pendant des années, mais qui méritent encore d'être entendus. Passons à autre chose. La chemise était de retour, la roue aussi, mais pas le corps. En quelques heures, l'émoi s'est emparé du quartier. Les résidents les plus âgés ont pleuré en voyant les images de ce qui avait été découvert. Ceux qui avaient vu grandir Eduardo, qui se souvenaient des fouilles, de l'odeur de boue retournée par les chiens, des sirènes la nuit. C'était comme si, soudain, tout le monde était revenu en février 1991. Mais la douleur s'accompagnait d'indignation, comment personne ne l'avait-il vu? Comment était-il resté là si longtemps, à quelques mètres de la maison de sa mère? Le lundi suivant la découverte, la police civile a convoqué une conférence de presse. Le nouveau chef de la police en charge de l'affaire, un procureur du ministère public et 2 experts chargés d'analyser le site étaient présents. La question principale posée par la quasi-totalité des journalistes présents était directe, la zone n'avait-elle pas été inspectée lors des premières recherches? Le chef de la police a pris une grande inspiration avant de répondre. D'après les archives de l'époque, une partie de la propriété était considérée comme d'accès restreint, et les chiens n'ont détecté aucune odeur justifiant l'enfoncement du portail. Officiellement, il n'existe aucune trace d'un ratissage complet de la zone où les objets ont été découverts. Donna Selma a suivi la conférence de presse depuis le même siège où elle avait assisté aux funérailles de Tancredo, à la chute du mur de Berlin et à la Coupe du Monde de 1994. Elle ne pleurait plus, serrant simplement un petit chapelet entre ses doigts et gardant les yeux rivés sur l'écran. La semaine suivante, un nouvel élément est apparu, l'un des enquêteurs retraités de l'affaire initiale, l'ancien greffier Jorge Lima, aujourd'hui âgé de 68 ans, a accepté d'être interviewé par un journaliste du journal Gazeta do Povo. Ses propos ont changé le cours de l'enquête. À l'époque, un ordre informel émanait d'en haut de ne pas exploiter cette zone. Personne n'expliquait pourquoi, on leur disait simplement de se concentrer sur d'autres régions. Selon Jorge, une partie de la terre avait fait l'objet d'un litige successoral entre 3 frères, dont l'un avait des liens politiques locaux. Il était dans l'intérêt de préserver la zone jusqu'à la conclusion du litige. C'était une de ces demandes voilées. Tout le monde était au courant, mais personne ne s'exprimait ouvertement. La révélation fit l'effet d'une bombe. Le parquet ouvrit une procédure pour réévaluer les mesures prises lors de l'enquête de 1991. Des documents manquaient, les dossiers étaient incomplets et des lacunes restaient inexpliquées. L'affaire, auparavant traitée comme une disparition, était désormais examinée pour possible dissimulation de corps, bien qu'il n'y ait aucun reste. Une nouvelle équipe fut chargée d'examiner tous les détails. Une cartographie 3D de la zone fut réalisée et des drones balayèrent l'ensemble du terrain. Des fouilles plus approfondies commencèrent quelques jours plus tard. Bien qu'ils n'aient trouvé aucun ossement, ils ont identifié d'autres objets enterrés à proximité, un couvercle de boîte à lunch cassé, un morceau de métal ressemblant à une pédale d'enfant et une coupure de journal enveloppée dans un sac plastique, daté de mars 1991,
relatant la disparition d'Eduardo. C'est cette coupure qui a particulièrement intrigué les experts. La question était inévitable, pourquoi enterrer un article de presse relatant la disparition exactement là où se trouvaient les affaires de l'enfant? L'ambiance changea dans la ville. L'affaire, jusque-là tristement commémorée, commença à susciter l'indignation. Des protestations commencèrent à surgir sur les réseaux sociaux, avec des messages accompagnés de phrases telles que « 30 ans à 500 mètres » et « Combien en reste-t-il encore ?» Une pétition fut lancée pour exiger des comptes des autorités de l'époque. En quelques semaines, plus de 50 000 personnes la signèrent. Pendant ce temps, Donna Selma gardait le silence. Elle n'accordait aucune interview, n'apparaissait pas en public et ne répondait pas aux messages des journalistes. Elle n'a rompu son silence que le 12 août, lorsque le chef de la police l'a appelée pour identifier personnellement les objets découverts. Elle est arrivée accompagnée d'un policier civil à la retraite, ami de la famille. Elle est entrée lentement dans l'institut médico-légal de Curitiba, serrant contre elle un dossier rempli de documents et de vieilles photographies. On la conduisit dans une pièce où les objets étaient disposés sur une table en acier inoxydable. Il ne lui fallut pas plus de 10 secondes pour désigner la chemise, regarder le collier et dire « c'est à lui ». Puis, avec difficulté, elle se redressa, ouvrit le dossier et en sortit une photo d'Eduardo, prise 3 jours avant sa disparition. Sur l'image, il porte exactement la même chemise bleu et blanc, souriant à côté de son vélo rouge, pieds nus sur les pavés. La même chemise, le même imprimé, le même enfant. Selma sortit alors une petite enveloppe de sa mallette. À l'intérieur se trouvait un ticket de caisse avec la date d'achat du t-shirt et la chaîne avec la lettre E. Tous deux enregistrés en 1990. L'expert acquiesça simplement. La chose fut confirmée. Le rapport final remis au parquet comprenait du matériel génétique compatible, des objets accompagnés de preuves documentaires, une reconnaissance visuelle par la mère et de solides preuves de dissimulation intentionnelle. Mais la question qui les taraudait depuis le début restait sans réponse, comment cela avait-il pu passer inaperçu pendant 30 ans? Ce qui les hantait désormais n'était pas seulement l'absence, mais le fait que quelqu'un, à un moment donné, avait choisi de l'enterrer. Progressivement, l'affaire cessa d'être un simple mystère du passé pour devenir un scandale contemporain. À la radio, le nom d'Eduardo fut mentionné avec indignation. En quelques jours, des vidéos de la découverte ont été visionnées des millions de fois sur Internet. L'une d'elles montrait, sans coupure, le vélo en cours d'excavation, la roue arrachée par les racines, le tissu semblant déchiré, la terre s'ouvrant lentement, comme si le temps avait été agité. La ville de Curitiba a publié un communiqué officiel, regrettant profondément l'incident et promettant sa pleine coopération pour la suite de l'enquête. Le gouverneur s'est également exprimé, mais pour le public, ses paroles semblaient toujours trop tardives. Le procureur en charge de l'affaire, le docteur André Valença, avait grandi à Curitiba dans les années 1990 et se souvenait vaguement des émeutes de son adolescence. Responsable de l'une des plus importantes réouvertures d'enquête de l'État, il étudia des cartons remplis de coupures de journaux, de rapports dactylographiés et de vieux plans de la propriété. C'est ainsi qu'il découvrit un curieux ensemble. Le premier plan de la zone, datant de 1987, mentionnait une annexe latérale sur la propriété, une sorte d'entrepôt extérieur séparé de l'entrepôt principal, dont l'entrée se faisait par un petit portail en bois. Cette annexe n'existe plus, elle avait été démolie en 1993, selon les registres de démolition. Cependant, pendant sa disparition, elle était toujours en activité. La question était simple, a-t-il été fouillé? La réponse semblait être non. Dans les rapports de recherche de 1991, il n'y avait aucune mention de l'annexe, aucune citation, aucun accès enregistré. Le portail en bois avait apparemment été ignoré, prétextant que la zone ne livrait aucune trace. La seule observation concernant l'emplacement était une note marginale rédigée par un enquêteur de l'époque, portail latéral verrouillé, aucun signe d'effraction. Les chiens n'ont pas donné l'alerte. Nous avons suivi le côté ouest. Autrement dit, pas d'entrée, pas de fouille. Le docteur Valença a mandaté un nouvel expert pour analyser le site où se trouvait autrefois l'annexe.
des géoradars, capables d'identifier les modifications du sol en couches profondes, ont été utilisés. Les résultats ont révélé au moins 2 zones comportant d'anciennes fouilles, comblées ultérieurement par du béton et de la terre, à une profondeur d'environ 2 mètres. L'équipe a commencé les fouilles à l'endroit le plus prometteur. Le 4e jour de travail, ils ont découvert une structure de fondation incomplète, avec des morceaux de bois pourris et de petits fragments d'objets rouillés. Parmi eux se trouvait un morceau de plastique bleu de la taille d'une main, identifié plus tard comme faisant partie du garde-boue arrière d'un vélo pour enfants calois des années 1980. Il était là à un moment donné. Cette même semaine, un nom a commencé à émerger dans les coulisses de l'enquête, Arlindo Lacerda, frère d'un des anciens propriétaires de la scierie. Il avait été mentionné officieusement par un ancien voisin, qui racontait qu'Arlindo surveillait le terrain le week-end, même après la fermeture de l'entreprise. Il était décrit comme réservé, peu enclin aux enfants et aux comportements distants. Il s'avère qu'Arlindo Lacerda n'a jamais été interrogé par la police en 1991. Aujourd'hui, à 73 ans, il vit dans une ferme de la région de Campo Magro, à 40 km de la capitale. Apprenant qu'il était recherché, il a engagé un avocat pénaliste et a refusé de témoigner. Il a affirmé être en mauvaise santé et n'avoir que peu de souvenirs de ce qui s'était passé à l'époque. Il a simplement affirmé n'avoir rien à voir avec l'affaire et ignorer la disparition du garçon à proximité. Mais un détail a retenu l'attention des enquêteurs. Dans l'enquête initiale, une note presque effacée rapporte qu'en mars 1991, un mois après la disparition, un homme correspondant à la description physique d'Arlindo a été aperçu à l'intérieur de l'entrepôt par un livreur vers 7 heures du matin, heure à laquelle l'établissement était censé être fermé. Cette note n'a pas été examinée à l'époque. Aucune enquête n'a été menée. Face à ces circonstances, le procureur a requis qu'Arlindo soit officiellement cité à comparaître. La défense a tenté de l'empêcher, invoquant sa fragilité émotionnelle et son âge avancé, mais le juge a autorisé l'audience à condition qu'elle se déroule à domicile, sous surveillance médicale. Le 4 octobre 2021, 3 fonctionnaires du tribunal, un chef de police et un psychologue criminel se sont présentés à la propriété. Lindo les a accueillis sur le porche avec politesse mais froideur. Il a déclaré qu'il était traité comme un criminel sans preuve et qu'il ne ferait jamais de mal à un enfant. Il a ensuite répondu évasivement à leurs questions. Vous vous souvenez du 24 février 1991 ? Non. C'était il y a plus de 30 ans. Où habitiez-vous à l'époque ? Je pense à Colombo ou toujours ici ? Je ne suis pas sûr. Vous visitiez souvent le hangar de la scierie ? Parfois, j'allais voir si quelque chose avait été volé, mais rien de grave. As-tu déjà vu le garçon Eduardo ? Non. Je ne savais même pas qui c'était. La conversation a duré un peu plus de 40 minutes. Mais lorsque le chef de la police a demandé à Arlindo s'il était au courant de l'existence de l'ancienne annexe, il a hésité. Quelle annexe ? Un bâtiment annexe, dont les fondations sont désormais enterrées. Il figurait sur les plans de la scierie. Arlindo se gratta le front, regarda sur le côté et répondit. Oh, ça a été démoli peu de temps après. Je ne me souviens pas qu'il ait servi à quoi que ce soit. Cette phrase a suffi à éveiller les soupçons. La structure n'a été démolie qu'en 1993. S'il prétendait ne pas s'en souvenir, comment savait-il quand elle avait été démolie ? Son comportement était décrit dans le rapport comme évasif, contradictoire et sur la défensive. Le parquet a alors envisagé la possibilité de demander la levée du secret bancaire et téléphonique, même si ces dossiers anciens étaient difficiles à récupérer. Parallèlement, la pression publique s'est intensifiée. Des affiches à l'effigie d'Eduardo étaient placardées sur les murs de la ville, proclamant « Si la vérité est enterrée, toute la ville creusera ». Petit à petit, l'affaire cessa de se limiter à la disparition d'un garçon pour s'étendre à ceux qui voulaient qu'il ne soit jamais retrouvé. La ville creusa, mais ce qu'elle trouva ne fut pas que de la terre, ce furent des décisions enterrées avec. Alors que l'enquête sur Arlindo Lacerda s'intensifiait, le travail médico-légal se poursuivait silencieusement, patiemment, pas à pas. 3 autres points d'intérêt furent identifiés sur la propriété de l'ancienne scierie.
Dans l'un d'eux, ils découvrirent ce qui semblait être le fragment d'une basket d'enfant, à peine reconnaissable, mais dont un morceau de semelle était encore intact. Il s'agissait d'un vieux modèle Bamba, courant dans les années 1980 et au début des années 1990, utilisé par les garçons pour jouer au football, faire du vélo et aller à l'école. Donna Selma a confirmé qu'Eduardo possédait une paire similaire. Ce n'était pas une preuve définitive, mais c'était une pièce de plus dans un puzzle vieux de 3 décennies. Avec les objets rassemblés ou le t-shirt, la roue de vélo, le collier, le canif, le couvercle de la boîte à lunch, le morceau de basket et le journal enterré, le ministère public a préparé un rapport technique de 42 pages qui a été remis au tribunal de justice du Paraná en décembre 2021. Le document contenait une nouvelle hypothèse officielle, les éléments trouvés et l'absence de recherche documentée dans le secteur latéral de la propriété indiquent une possible dissimulation intentionnelle de traces en raison d'une défaillance opérationnelle ou d'une négligence de la part de l'enquête initiale. Le mot « négligence » a gagné du terrain, mais en coulisses, un autre mot circulait discrètement, couverture. Qui aurait intérêt à empêcher une perquisition dans cette zone en 1991? Et pourquoi? C'est alors que la journaliste Clarissa Tell, journaliste d'investigation pour TV Cultura Locale, a décidé d'enquêter elle-même sur l'affaire. Elle a épluché les archives publiques, interrogé d'anciens employés de l'entreprise forestière et contacté un ancien avocat qui avait travaillé sur le procès des frères Lacerda dans les années 1990. Selon cet avocat, des tensions existaient à l'époque entre les frères en raison d'un incident interne impliquant une plainte anonyme pour usage abusif de la propriété pour stockage illégal de documents. L'affaire a été classée en 1992 et la plainte a disparu du système de fichiers du tribunal de Curitiba, apparemment en raison de la perte de documents. Mais une phrase écrite sur un vieux papier, conservé par l'avocat lui-même, attira l'attention de Clarissa. Elle était écrite au stylo, à côté d'une date, vérifier le cas du garçon du coin, éviter toute exposition. La date était mars 1991. Clarissa apporta le papier au commissariat. Le responsable de la nouvelle phase de l'affaire ne fit aucun commentaire officiel, mais confirma à la presse quelques jours plus tard qu'une éventuelle ingérence extérieure dans l'enquête initiale était en cours d'évaluation. Dans le quartier de Santa Candida, les réactions ont été mitigées. Certains résidents plus âgés voulaient oublier, d'autres exigeaient des explications publiques. Et certains ont aussi tenté de protéger Arlindo, comme Madame Audet, 83 ans, sa voisine d'enfance. Arlindo a toujours été réservé, mais il n'a jamais fait de mal à personne. C'est parce qu'il cherche un coupable, c'est tout. Mais la question la plus importante demeurait, où était le corps? L'absence de restes humains rendait la situation encore plus pénible. Si quelqu'un avait caché les objets, où était le reste? Eduardo aurait-il pu être emmené ailleurs et ses affaires rapportées plus tard? Ou, plus inquiétant encore, tout s'est passé là, dans l'annexe, et une personne ayant accès au lieu a enterré les airs. Est-ce avant que la police ne puisse les fouiller? Début 2022, le parquet a décidé de procéder à une reconstitution virtuelle de l'affaire. À l'aide de cartes 3D, de maquettes numériques et de témoignages, ils ont reconstitué le dernier après-midi d'Eduardo. La simulation, basée sur des témoignages contemporains, suggérait que le garçon avait peut-être suivi la rue latérale, celle qui passait devant le vieux portail en bois de la Syrie, et qu'il avait été la dernière personne à l'apercevoir. Donna Mariana prétendit l'avoir vu tourner au coin de la rue. Or, ce coin n'était plus qu'à 37 mètres de l'entrée latérale de l'entrepôt. Cela a conduit à une nouvelle hypothèse chronologique, Eduardo quitte son domicile à 14h32. On le voit tourner au coin de la rue à 14h34. Entre 14h35 et 14h40, il aurait franchi la porte latérale, où il aurait pu être intercepté par une connaissance. La zone n'a pas été fouillée. En mars, les biens étaient déjà enterrés, comme le suggère le journal plastifié daté de ce mois. Tout laissait présager un intervalle de moins de 10 minutes entre la dernière observation et la disparition complète. Il s'agissait d'un enlèvement rapide, d'un accident dissimulé, d'un acte délibéré. La reconstitution a suscité un intérêt national grâce à une émission spéciale de TV Brasil, où le récit du voyage d'Eduardo était illustré par une animation en temps réel.
Finalement, l'écran affichait la distance entre la maison de sa mère et le site de fouille, 493 mètres, un chiffre qui allait symboliser tout ce qui restait à faire. 493 mètres de questions sans réponse. Donna Selma, quant à elle, suivait la même routine. Chaque mercredi, elle nettoyait le trottoir. Chaque panier, elle déposait des fleurs artificielles à côté de la photo d'Eduardo dans l'oratoire du salon. Et chaque dimanche, elle allumait une petite bougie dans le jardin, comme si elle n'attendait plus rien, mais refusait toujours d'abandonner. Elle ne demandait pas justice, n'employait jamais le mot « coupable », déclarant simplement, lors d'une unique interview: « Je voulais juste savoir ce qu'il ressentait, si ça faisait mal, s'il avait peur, s'il m'appelait. » Et il resta silencieux pendant presque une minute. La ville entière sembla s'arrêter avec elle. Le quartier changea, les voisins aussi, mais le vide qui avait commencé ce jour de février ne quitta jamais la rue. L'année 2022 a apporté un rebondissement inattendu dans l'affaire Eduardo, l'arrivée d'une force d'intervention fédérale, à la demande du parquet du Paraná, avec le soutien du Secrétariat national aux droits de l'enfant. La justification était claire, il ne s'agissait plus d'une simple disparition, mais d'une possible violation systémique impliquant négligence, omission et, éventuellement, protection indue des suspects. L'affaire a été officiellement rebaptisée « Opération 493 », en référence à la distance entre le domicile du garçon et le lieu où ses effets personnels ont été retrouvés. 3 procureurs, 2 chefs de police et une équipe d'experts judiciaires fédéraux ont été dépêchés à Curitiba. Leur mission était double, examiner le déroulement de l'enquête initiale et déterminer la responsabilité pénale potentielle d'Arlindo Lacerda. Dans cette nouvelle ère, un personnage ancien réapparaît. Le lieutenant Luis Gonzaga Ferreira, aujourd'hui à la retraite et résident à Florianópolis, fut chargé de diriger les recherches avec des chiens renifleurs en 1991. Contacté par le groupe de travail, il a accepté de faire une déclaration spontanée, et son témoignage a révélé des détails inédits. À l'époque, nous avions reçu des ordres clairs de privilégier les zones ouvertes. Ces ordres provenaient du commandement régional. Ils affirmaient que l'accès à la zone d'exploitation forestière nécessiterait une décision de justice, car il s'agissait d'une propriété litigieuse. Je me souviens avoir insisté, mais j'ai reçu une réprimande directe. On m'a dit, c'est un casse-tête, Gonzaga. Ça va mener à un procès. Le témoignage a été recoupé avec des documents internes de l'entreprise, et pour la première fois, des preuves ont émergé que l'enquête initiale avait été délibérément détournée. Donna Selma fut informée de la nouvelle par téléphone 2 jours plus tard. Elle écouta en silence et dit simplement, « Tu n'avais pas besoin de me le dire. J'ai toujours su. » Elle ne dit ni comment ni pourquoi, mais affirma, avec une sérénité douloureuse, que le garçon n'était jamais allé bien loin. Entre-temps, de nouvelles expertises médico-légales ont révélé un fait surprenant. Les fragments de vélo et autres objets retrouvés se trouvaient à des profondeurs variables. Le t-shirt et le cordon, par exemple, se trouvaient à environ 80 cm. La roue et le couvercle de la boîte à lunch se trouvaient à 1,10 m. Le fragment de journal et le fragment de basket se trouvaient à 1,40 m. Cela suggérait que les matériaux avaient pu être enfouis à différentes époques ou, du moins, réorganisés dans le sol ultérieurement. Cette découverte renforçait l'hypothèse selon laquelle les objets avaient été déplacés ou repositionnés au fil du temps, ils ne se trouvaient pas simplement là où ils étaient tombés. Quelqu'un les avait délibérément placés là, en couches superposées, presque comme pour cacher quelque chose qu'on ne reverrait jamais. La possibilité la plus redoutée a commencé à être envisagée, les objets auraient pu être placés là des années après leur disparition. Si cela était vrai, tout changerait. Cela signifierait que le site a bel et bien été utilisé en 1991, mais que les objets y ont été réenfouis ultérieurement, peut-être pour clore un cycle, effacer leurs traces ou brouiller les recherches futures. La presse était divisée entre 2 théories principales. Dissimulation immédiate en 1991, Eduardo aurait été emmené sur place et tué, les objets auraient été enterrés dans l'annexe, qui n'aurait jamais été fouillée. Lors de la démolition de l'annexe en 1993, les restes seraient restés sous les décombres. Déplacement ultérieur, des années plus tard, Eduardo aurait été emmené et tué ailleurs,
certains de ces objets auraient été ramenés sur place au cours des années suivantes, peut-être par crainte d'être découverts à une autre adresse ou par remords. La police fédérale n'a écarté aucune de ces deux hypothèses. C'est durant cette phase que le groupe de travail a décidé d'enquêter sur la démolition de l'annexe en 1993. Il a découvert que les travaux de démolition avaient été confiés à une entreprise tierce, Reconsul Engenharia, qui sous-traitait la main-d'œuvre locale. Parmi les ouvriers de l'époque, l'un d'eux s'est distingué, João Batista Lacerda, le neveu direct d'Arlindo. João Batista a travaillé à la démolition de l'annexe pendant 3 jours, selon ses dires. Il a confirmé dans son témoignage n'avoir rien remarqué d'inhabituel, mais lorsqu'on lui a demandé pourquoi il travaillait sur un projet familial sans aucun lien formel, il a répondu qu'il s'agissait d'une faveur rendue à son oncle. Cette déclaration a semblé étrange aux enquêteurs. Dans le même témoignage, João a déclaré quelque chose qui serait passé inaperçu sans l'enregistrement. Nous sommes allés nettoyer là-bas uniquement parce qu'il disait que personne n'avait touché à ce coin depuis des années. Il y avait plein de choses qui traînaient, du vieux papier, un morceau de pneu, et même une sandale d'enfant. Je l'ai vue là, mais elle devait provenir d'un chantier, je ne sais pas, les enquêteurs lui ont immédiatement demandé de répéter, sandale. Oui, je crois. Elle était un peu déchirée, mais c'était il y a longtemps. Cette section est devenue un élément clé du rapport de l'opération 493. Au cours des jours suivants, ils ont fouillé l'ancien site de démolition avec encore plus de soin. Sous un sol en béton effondré, ils ont découvert des fragments de bois provenant du plancher d'origine de l'annexe, ainsi que des clous, des ferrures et ce qui semble être une boucle de ceinture d'enfant en métal. Le tout a été envoyé pour analyse. Pendant ce temps, Arlindo gardait le silence. Son avocat a publié une déclaration indiquant qu'il ne ferait aucune autre déclaration sous surveillance médicale et juridique. Cependant, les soupçons à son égard grandissaient. Fin mars, l'équipe a procédé à une autre reconstitution, simulant cette fois l'hypothèse qu'Eduardo avait été attiré par une connaissance. La simulation suggérait que si le garçon s'était arrêté devant le portail latéral et avait été interpellé par quelqu'un de la Syrie, il aurait pu entrer sans éveiller les soupçons. Cela expliquerait l'absence de cris, de courses ou de bruit, des éléments que personne n'avait signalés ce jour-là. Lorsqu'on lui demanda si Eduardo connaissait quelqu'un de la Syrie, sa mère répondit calmement, « Je crois qu'il avait déjà vu ce bel air. Il passait parfois, mais je ne sais pas s'il lui faisait confiance. » La question la plus gênante persistait, et si c'était précisément cette confiance, subtile, enfantine, qu'il avait portée? Pendant 3 décennies, chacun avait regardé devant lui. Il fallait désormais regarder en arrière avec une loupe. L'opération 493 se poursuivait à un rythme effréné. Chaque nouvelle découverte suscitait de nouvelles questions. Le public suivait l'affaire avec une attention inhabituelle pour une affaire aussi ancienne, les réseaux sociaux étaient inondés de messages tels que « J'avais son âge, je marchais dans cette rue. Cela aurait pu m'arriver. » Alors que le monde numérique débattait des possibilités réelles, l'enquête entrait dans une phase délicate, reconstituer le comportement d'Arlindo Lacerda dans les mois qui ont suivi sa disparition. À cette fin, les enquêteurs ont commencé à interroger des personnes qu'il avait connues entre 1991 et 1994. Le profil qui en est ressorti était celui d'un homme réservé, peu sociable, qui passait une grande partie de son temps sur le terrain de la Syrie, même après la fermeture officielle de l'entreprise. Il n'était pas marié, n'avait pas d'enfant et n'avait aucune relation amoureuse connue, mais une tendance frappante se dégageait. Toutes les personnes interrogées ont signalé un changement significatif dans le comportement d'Arlindo après mars 1991. Celui qui était autrefois un habitué du quartier est devenu un reclus. L'homme qui se rendait à pied à la boulangerie du coin a disparu pendant des mois. Certains pensaient qu'il avait déménagé, d'autres ont dit l'avoir vu nettoyer le terrain seul, toujours à l'aube. Une voisine, Nera Parusida Rizzo, aujourd'hui âgée de 76 ans, a livré un témoignage crucial. Elle a déclaré « Je me souviens d'un jour, probablement à l'automne de cette année-là. Je me suis réveillé plus tôt que d'habitude, je suis allé étendre le linge avant 7 heures et j'ai vu l'air frais de l'autre côté de la rue, debout devant le portail de la Syrie. Il était en sueur,
Sa chemise était sale et il avait une pelle appuyée contre le mur. Tu te souviens quel jour c'était? Je ne me souviens pas du jour exact, mais c'était quelques semaines après la disparition du garçon. Je me souviens m'être demandé, que fait cet homme là si tôt? Ce témoignage a incité les experts à réexaminer le sol autour de l'ancienne porte. À un endroit précis, ils ont trouvé des traces de sédiments perturbés, présentant des caractéristiques différentes de celles observées ailleurs, notamment des cendres mêlées à des fragments métalliques déformés. Ces sédiments ont été analysés et les résultats ont révélé la présence de résidus provenant de la combustion de matières textiles et plastiques, probablement un procédé improvisé. Même s'il était impossible de prouver que l'objet était directement lié à l'affaire d'Eduardo, sa présence à l'endroit exact décrit par Madame Nair renforçait les soupçons. Le parquet commença à croire qu'après la dissimulation des objets, quelqu'un avait tenté de détruire une partie du matériel original. La raison, cependant, restait un mystère, peur, culpabilité, prudence au plus de questions que de réponses. Face à cette situation, le procureur André Valença a décidé d'adopter une approche clivante. Il a reconnu publiquement l'existence de preuves concordantes de négligence policière et la possible implication d'Arlindo Lacerda dans la dissimulation de l'affaire. Dans un communiqué officiel, il a déclaré « Nous ne disons pas qu'il y a eu homicide. Nous disons simplement que quelqu'un a délibérément décidé de dissimuler une partie de l'affaire, ce qui, en soi, exige la responsabilité. » La défense d'Arlindo a réagi 2 jours plus tard par une brève déclaration, « Notre client est désigné comme le bouc émissaire d'un échec collectif. Il n'a jamais été formellement inculpé. Il n'existe aucune preuve matérielle contre lui. Toute tentative de condamnation publique sera contestée devant les tribunaux. » Mais les enquêteurs avaient un autre atout dans leur manche. Parmi les documents récupérés par l'équipe spéciale figurait un vieux registre des entrées et sorties de la Syrie, tenu par un employé administratif et contenant des entrées remontant à février 1991. Sur l'une des dernières pages, une ligne manuscrite, rédigée à la hâte, figurait « Le 2500 de Lacerda est arrivé avant 18 heures. Il a dit qu'il avait quelque chose à régler là-bas. Il est reparti vers 21 heures. » Cette entrée faisait référence au lendemain de la disparition d'Eduardo. C'était le genre de document administratif banal que personne n'avait probablement lu jusqu'alors. Mais aujourd'hui, en 2022, il est devenu une pièce maîtresse. Arlindo se trouvait sur la propriété de la Syrie le lendemain de la disparition d'Eduardo, à une heure inhabituelle, et a laissé un mot indiquant qu'il avait un problème à résoudre à ce moment-là. L'officier responsable de l'opération 493 a déclaré que l'extrait serait intégré à l'enquête comme preuve indirecte d'un comportement suspect. Bien qu'il ne prouve pas l'existence d'un crime, il renforce la chronologie des événements et la proximité d'Arlindo avec le lieu où les objets ont été enterrés. C'est dans ce contexte que Donna Selma a été à nouveau contactée par la presse. Cette fois, elle a accepté de parler. Assise à la table de la cuisine, les mains posées sur un portrait en noir et blanc de son fils, elle a calmement répondu aux questions. Lorsqu'on lui a demandé si elle souhaitait voir Arlindo arrêté, elle a répondu « Je ne veux pas de prison, je veux la vérité », une pause, le silence. La prison se termine un jour, mais la vérité, quand elle arrive, reste pour toujours. À la fin de l'interview, la journaliste lui a demandé si elle pensait que son fils était là tout le temps. « Je ne sais pas, mais je sais qu'il y avait quelque chose là-bas, quelque chose que personne ne voulait trouver. » Cette phrase a commencé à être reproduite partout. Elle a été peinte sur un mur, apposée sur des t-shirts et a fait la une des journaux. À ce moment-là, cette affaire a cessé d'être simplement l'histoire d'un garçon perdu, c'était, après tout, l'histoire d'une ville qui, pendant 30 ans, a vécu aux côtés de ce qu'elle refusait de voir. C'était comme si, pendant 3 décennies, chacun avait marché sur une vérité à peine enfouie, et que maintenant le sol commençait à céder. Après le témoignage public de Donna Selma, quelque chose a changé dans le cas d'Eduardo comme dans la ville, l'agitation a cédé la place à la mobilisation. La place centrale du quartier de Santa Candida est désormais illuminée de bougies tous les vendredis. Un banc a été peint en rouge avec l'inscription « 493 mains incontournables ». La pression publique, conjuguée à l'accumulation de preuves, a imposé une nouvelle étape procédurale.
Le 5 mai 2022, le ministère public du Paraná a demandé au tribunal d'État d'ouvrir une procédure pénale contre Arlindo Lacerda pour dissimulation de preuves et obstruction à une enquête criminelle. Cette demande reposait sur 3 piliers, l'accès direct et injustifié d'Arlindo à la Syrie dans les jours qui ont suivi sa disparition, la présence d'objets enterrés dans une zone sous sa surveillance sans autorisation de la police en 1991, et la destruction partielle de preuves matérielles, possiblement provoquée par un incendie improvisé sur le terrain. Le juge de service a partiellement accepté la plainte. Il a ordonné qu'Arlindo soit interpellé officiellement, avec la possibilité d'être libéré de prison en tant que délinquant primaire, âgé et ayant un domicile fixe. La date de l'interrogatoire a été fixée au 16 mai. La nouvelle a suscité l'appréhension. C'était la première fois depuis plus de 30 ans que quiconque était officiellement tenu responsable de la disparition d'Eduardo Nunes de Almeida. Le nom d'Arlindo a divisé l'opinion publique, pour certains, il était un bouc émissaire, pour d'autres, le chaînon manquant. Le matin du 16, la situation était tendue, des véhicules de police stationnaient devant la ferme, des journalistes rassemblés, des voisins observant en silence. Arlindo a quitté son domicile, soutenu par son avocat, sans dire un mot à la presse. Il a été conduit au siège de la police civile de Curitiba, où il est resté 3 heures. Lors de son interrogatoire, il a nié toutes les accusations. Il a déclaré qu'il ignorait la présence des objets sur le terrain, qu'il n'avait pas vu Eduardo ce jour-là et que sa visite sur le site en 1991 était motivée par des raisons administratives. Il a affirmé que la note dans le carnet n'était qu'une coïncidence, mais lorsqu'il a entendu la phrase enregistrée, en train de régler quelque chose là-bas, sa voix s'est mise à trembler. Pouvez-vous expliquer ce qu'était cette chose? Arlindo hésita 7 secondes avant de répondre, je ne m'en souviens pas. Ça aurait pu être n'importe quoi. L'enregistrement a été analysé par un expert en langage corporel, qui a décrit le comportement comme évasif, révélateur d'une mémoire sélective et d'éléments de détresse émotionnelle. Malgré cela, aucune arrestation n'a été effectuée. Arlindo est retourné à la ferme l'après-midi même, mais sa lassitude était évidente. Quelques jours plus tard, son avocat a demandé le secret partiel de la procédure, alléguant des menaces reçues sur les réseaux sociaux. Le tribunal l'a accordé. À partir de ce moment, la procédure restera confidentielle. Du côté de l'enquête, les efforts se sont concentrés sur la recherche d'éventuels témoins indirects qui auraient pu observer des mouvements à l'époque, sans même en comprendre la signification. C'est dans ce contexte qu'une femme nommée Rosângela Duarte, résidant aujourd'hui à Londrina, mais ayant vécu à Santa Candida entre 1989 et 1993, s'est manifestée. Elle a contacté spontanément le parquet, affirmant avoir conservé des informations pendant de nombreuses années. Dans son témoignage enregistré sur vidéo, il a déclaré « Je travaillais comme domestique dans une maison près de la Syrie. Le lendemain de la disparition du garçon, j'ai vu un homme entrer dans l'entrepôt avec un gros sac sur le dos. Il était tôt, probablement avant 7 heures. Il a regardé autour de lui et est entré rapidement. J'ai trouvé cela étrange, mais je n'ai rien dit. J'avais peur. Mais maintenant, en voyant tout cela, je me dis que c'était peut-être important. Reconnaîtriez-vous cet homme? Non, certainement pas. Mais ressemblait-il à celui qui est apparu à la télévision, Monsieur Arlindo? Rosângela a décrit les vêtements, une chemise à carreaux clairs, un pantalon foncé et une casquette. Les enquêteurs ont recoupé cette description avec de vieilles photos d'Arlindo prises à cette époque. La correspondance était établie. Même à des décennies d'intervalle, le témoignage a ravivé les doutes. En coulisses, un sentiment grandissait parmi les experts, quelqu'un avait agi avec tant, calme et connaissance du terrain. Cela ne semblait pas impulsif, c'était fait avec précaution, comme s'il savait que personne n'entrerait. Mais si Arlindo était impliqué, a-t-il agi seul? Cette question a ouvert une nouvelle étape de l'enquête, l'analyse d'éventuels complices, même indirects. Parmi eux, un nom a refait surface, João Batista Lacerda, le neveu qui a participé à la démolition de l'annexe en 1993. Son implication, jusque-là considérée comme mineure,
a pris de l'ampleur lorsqu'il a révélé avoir vu des objets appartenant à des enfants sur le terrain lors de la démolition. De nouveau appelé à témoigner, João a maintenu sa version initiale, mais a ajouté: « Je suis allé là-bas uniquement parce que mon oncle me l'avait demandé. Il m'a dit qu'il devait faire le tri avant que le nouvel acquéreur ne prenne le relais. » De quelle manière? Il n'a rien dit, il a juste ordonné de creuser plus profondément dans une partie. Il a dit que le sol était pourri. Tu as creusé? J'ai creusé un peu, oui. Mais ensuite, il m'a demandé de mettre des gravats par-dessus. Ces nouvelles informations ont renforcé la théorie d'une manipulation du sol avant la vente du terrain. À ce stade, l'enquête comptait plus de 400 pages, et la presse traitait déjà l'affaire comme l'une des plus sensibles de l'histoire récente du Paraná. Pourtant, le corps d'Eduardo n'a jamais été retrouvé. Ce qui avait été oublié sous terre pendant 30 ans s'est répandu dans des documents, des témoignages et des cicatrices. L'interrogatoire de João Batista Lacerda a marqué un nouveau tournant dans Elle, Opération 493. Pour la première fois, des preuves ont été apportées que d'autres personnes savaient qu'un objet était enterré sur ce terrain et ont activement contribué à le maintenir hors de portée de la police. Le parquet a choisi de ne pas rendre publique cette nouvelle piste d'enquête. Officiellement, Arlindo était toujours au centre de l'attention, mais parmi les procureurs, le sentiment était clair, le silence de 3 décennies n'était pas spontané, il avait été construit. À mesure que l'enquête progressait, une nouvelle enquête fut menée sur l'entreprise responsable de la démolition de l'annexe en 1993. Là, les enquêteurs ont trouvé une enveloppe oubliée dans de vieilles archives, marquée au stylo bleu, Madeira Lacerda. Travaux latéraux, mars 1993. À l'intérieur se trouvaient 3 simples reçus et une feuille brouillon. Le premier indiquait l'achat de ciment et de pierre pour le remplissage de fondations superficielles. Le deuxième indiquait l'enlèvement de gravats propres du chantier. Le troisième était un paiement unique à un maçon sans CPF, registre des contribuables individuels, et portant seulement son prénom, Val de Cire. Mais c'est le croquis qui a retenu l'attention, un croquis à la main du plan du site, avec une zone marquée en rouge. À côté de la marque, une note à peine lisible, nivelée avant de sceller. Cela indiquait qu'avant de couler du béton sur le sol où les fragments de vélo et les objets avaient été découverts, quelqu'un avait pris soin de niveler et de sceller la zone, comme pour s'assurer que personne ne la perturberait. Le document a été soumis à une analyse médico-légale, qui a confirmé son authenticité et estimé sa date de création entre février et avril 1993. Autrement dit, des années après la disparition, quelqu'un contrôlait encore le sol du site. Ces nouveaux éléments ont renforcé une interprétation, les restes n'ont pas été enterrés au hasard, ni disposés à la hâte, ils ont été disposés dans un but de pérennité. Pendant ce temps, la santé de Dona Selma déclinait. Les bouleversements des derniers mois, combinés à des décennies de douleurs accumulées, provoquaient des crises d'angoisse et des trous de mémoire. Elle fut hospitalisée quelques jours pour arythmie. Elle recevait la visite de voisins, mais parlait rarement, elle passait des heures à fixer le portail. Une infirmière rapporta qu'elle répétait sans cesse la même phrase, comme un murmure, « Il a dû m'appeler ». Dans ce contexte, le groupe de travail a décidé de se rendre auprès d'elle, non pas pour recueillir des témoignages, mais pour démontrer ce qu'ils avaient déjà découvert. C'était une décision symbolique, il restait peu de preuves à apporter au tribunal. L'affaire contre Arlindo avançait lentement, avec peu de chances d'aboutir à une condamnation définitive, et sans restes humains ni témoins directs. Mais les enquêteurs voulaient plus, lui donner la version la plus fidèle possible de la vérité. Le 21 juillet 2022, 2 procureurs et un psychologue se sont rendus au domicile de Selma, situé au numéro 133, à l'angle de la rue Vicente Sicarino. Ils se sont assis avec Selma dans le salon et lui ont montré des copies des cartes, des photos des objets et la chronologie reconstituée. Ils lui ont tout expliqué calmement. Elle écouta en silence pendant près d'1 heure. Elle ne l'interrompit qu'une seule fois en voyant une photo de la roue de vélo, encore marquée d'un autocollant rouge. J'ai apposé cet autocollant moi-même. La psychologue rapporta qu'à la fin de l'entretien, Selma prit les mains des 2 procureurs, les regarda dans les yeux et leur dit « Je n'ai plus la force de continuer à réclamer justice,
mais je vous remercie d'avoir essayé de ne pas le laisser tomber dans l'oubli. Cette déclaration fut consignée dans le compte rendu de l'opération, marquant ainsi la fin symbolique de la recherche maternelle. En pratique, l'enquête n'était pas encore terminée, mais là, dans cette maison, une histoire prenait fin. Au cours des mois suivants, l'équipe spéciale concentra ses efforts sur la recherche du maçon Val-de-Cire, mentionné sur le reçu de 1993. Après plus de 40 recherches dans des études notariales et autres archives, elle retrouva un homme portant ce nom, qui avait travaillé de manière informelle sur des chantiers de construction dans la région cette année-là. Il vit désormais dans l'intérieur de Sao Paulo et a été interviewé par visioconférence. Val-de-Cire, 64 ans, a déclaré ne pas se souvenir des détails du projet, mais lorsqu'on lui a montré le croquis du plan, il a reconnu l'écriture de l'un des patrons, je crois que c'était Arlindo. Il ignorait ce que contenait le sol. Il a seulement déclaré avoir reçu l'ordre de couler du béton sur une zone déjà nivelée par des gravats. Lorsqu'on lui a demandé si c'était courant, il a répondu, pas vraiment. Normalement, on nivelle avec du gravier, pas des gravats. Mais le patron a dit qu'il fallait en finir rapidement. Cette déclaration était une brique de plus dans le mur des soupçons. Rien n'était définitif. Rien à lui seul ne prouvait le crime, mais pris ensemble, cela formait le sombre portrait d'une histoire à moitié racontée depuis 3 décennies. À l'issue de l'enquête, les procureurs ont décidé d'ajouter une note spéciale au dossier, rédigée en termes clairs. La disparition d'Eduardo Nunes de Almeida n'était pas seulement la tragédie d'un enfant, c'était la construction lente et délibérée d'un oubli bienvenu. Pendant des années, quelqu'un a profité de ce silence. Notre devoir est désormais de veiller à ce que ce silence ne revienne jamais. Entre-temps, le vélo, ou ce qu'il en restait, fut officiellement remis à sa mère, non comme preuve, mais comme souvenir, la roue, le garde-boue, l'autocollant rouillé, la chaîne tordue. Selma demanda seulement que rien ne soit nettoyé, elle voulait le garder tel qu'il l'avait laissé. Et puis, après 31 ans, elle ferma la porte du salon, éteignit la lumière et, pour la première fois depuis longtemps, s'endormit. Il restait désormais à comprendre ce qui n'avait jamais été dit et ce que personne n'avait voulu demander depuis si longtemps. Avec la restitution officielle des objets à la mère, la phase publique de l'enquête semblait terminée, mais en interne, l'équipe de l'opération 493 se débattait encore avec la dernière question, et peut-être la plus importante, de l'affaire, pourquoi le corps d'Eduardo n'avait-il jamais été retrouvé? Il était impossible de conclure l'affaire de manière cohérente sans au moins formuler une hypothèse plausible sur le sort des restes. L'absence d'os, de dents ou de traces biologiques ouvrait 2 scénarios possibles, le corps n'était jamais là où les objets avaient été apportés ultérieurement, avec ou sans intention de tromperie où le corps était là mais avait été retiré, détruit ou démantelé d'une autre manière, ne laissant aucun fragment. Pour répondre à cette question, les experts forensiques ont utilisé des simulations physiques et chimiques basées sur les conditions du sol et les matériaux trouvés. Après des analyses détaillées en laboratoire, un rapport technique a été rédigé, contenant la conclusion suivante, des preuves évidentes de manipulation successive du sol entre 1991 et 1993, avec présence de matière organique dégradée. Il est plausible que des restes humains aient été abandonnés à cet endroit et dégradés au point de ne laisser aucun squelette identifiable, surtout s'ils ont été exposés à la chaleur, à des produits chimiques ou s'ils ont été maintenus trop longtemps sous des décombres compactés. Cet avis n'était pas définitif, mais il permettait légalement de considérer l'affaire comme un homicide avec dissimulation d'un corps présumé. Face à cette situation, le ministère public a décidé de clore l'enquête pénale contre Arlindo Lacerda sans inculpation pour homicide, mais en constatant officiellement que les éléments de preuve indiquaient une dissimulation de preuve et une possible participation passive à une dissimulation du décès. L'affaire a été classée sans suite en juin 2023, sans procès. La ville a réagi avec lassitude. Il n'y avait pas de place pour la célébration ni pour le deuil. Seulement pour l'acceptation. La roue de vélo fut exposée symboliquement à l'hôtel de ville lors de la séance commémorant le 32e anniversaire de la disparition. Sur la table, à côté de bougies et de fleurs artificielles, une petite plaque commémorait « Ici repose ce qui reste de l'enfance interrompue d'Eduardo et de toute une ville qui a appris trop tard à écouter le silence ». Ce même mois, un groupe d'habitants a créé le mémorial Eduardo Nunes,
un espace ouvert près de la place centrale du quartier, avec un banc, un arbre planté et une fresque murale représentant le jeune garçon. C'était un lieu simple, discret, mais constamment visité. Puis, à un rythme indéfinissable, la ville a repris son cours normal. Les rues continuaient à s'animer. Les voisins recommençaient à parler de politique, de football et du prix de l'essence. Mais quelque chose de différent, surtout chez les plus âgés, la prise de conscience que le temps ne guérit pas, qu'il ne fait que réduire au silence, et que le silence ne serait plus jamais entendu de la même manière. Pendant ce temps, à la ferme Campo Magro, Arlindo Lacerda restait reclus. Son nom ne fut jamais officiellement réhabilité, mais il ne fut jamais formellement condamné non plus. Il devint un homme au passé trouble, rejeté par ses voisins et ignoré par sa famille. Il sortait rarement, ne répondait plus aux questions, ne réapparaissait jamais et ne s'excusait jamais. Ce que l'on sait, c'est que, quelques mois après le classement sans suite de l'affaire, il s'est rendu chez un notaire local pour rédiger un testament simple. Il y léguait tous ses biens à une église évangélique locale, à condition qu'une partie soit utilisée pour des actions en faveur d'enfants en difficulté. Le document a retenu l'attention du parquet, qui l'a classé comme dossier supplémentaire. Rien de ce qu'il contenait n'était admissible comme aveu, mais la contradiction éthique du geste a trouvé un écho auprès de ceux qui ont suivi l'affaire jusqu'au bout. La presse publiait des articles de réflexion, des podcasts avec reconstitution et des documentaires commentés avec des photos d'époque. Le cas d'Eduardo commença à figurer sur les listes de disparitions emblématiques partiellement élucidées. L'expression « affaire sans corps » revint dans le système judiciaire. Mais pour Selma, cela importait peu. Elle resta là, dans la même maison, avec les mêmes fougères sur le porche. Le fauteuil, le portrait, le portail où tout était pareil, à un détail près, sur le petit meuble du salon, là où auparavant il n'y avait qu'une bougie, il y avait maintenant une roue rouillée, tordue, silencieuse. Elle ne pouvait expliquer pourquoi, mais elle disait qu'elle avait l'impression que son fils était là, pas entier, pas vivant, pas retrouvé, mais, enfin, plus perdu. Et cela, d'une certaine manière, lui suffisait. Toutes les disparitions ne se terminent pas par des retrouvailles. Certaines se terminent par des choses que l'on ne peut qu'effleurer, jamais dire. Dans les mois qui ont suivi la clôture officielle du dossier d'Eduardo, la ville a semblé osciller entre l'oubli et le souvenir. Le mémorial est devenu un lieu de passage quotidien. Les enfants jouaient là, comme s'ils étaient enfin autorisés à occuper l'espace du garçon, qui pendant si longtemps n'avait existé que comme une absence. Certains parents y emmenaient leurs enfants et racontaient l'histoire en silence. D'autres se contentaient d'observer en silence. Dans l'école où Eduardo a étudié, rénové et agrandi, la bibliothèque s'est dotée d'une nouvelle aile portant son nom. Un mur souvenir a été installé dans le couloir principal. Une photo de lui, chemise claire, sourire entre les dents de devant, cheveux coiffés sur le côté a été imprimée en noir et blanc avec la phrase « Toute enfance devrait rentrer à la maison ». Pendant ce temps, Donna Selma traversait un processus que l'équipe soignante du quartier appelait une réorganisation silencieuse du deuil. Après 3 décennies d'incertitude, elle faisait désormais face à une absence définitive. Plus de recherche. Un vide différent s'installait, un vide qui commençait à s'installer. La psychologue de la clinique, qui lui rendait visite chaque semaine, a déclaré que Selma dormait mieux. Elle buvait son café calmement et lisait de vieilles coupures de presse sur l'affaire, non pas avec colère, mais avec une certaine résignation. Elle a déclaré, « C'était comme si on me rendait une partie de mon fils, juste un morceau. Mais je tenais ce morceau entre mes mains. » Un jour, lors d'un contrôle de routine, elle sortit de son sac à main une lettre jaunie. Elle datait de 1992. Un enfant de l'école d'Eduardo avait écrit à la famille pour dire qu'une fois grand, il souhaitait retrouver Dudu. L'écriture était de travers, mais pleine d'espoir, nous le retrouverons, même si cela prend du temps, car les amis n'oublient jamais. Selma l'avait conservé pendant plus de 30 ans. Elle le lut à voix haute et sourit. Pas un sourire de joie, mais un de ces sourires qui surgissent quand la douleur, même si elle ne disparaît jamais, apprend à respirer. En août 2023,
le groupe de travail Opération 493 a été officiellement dissous. Le rapport final, présenté au Conseil national de la magistrature, soulignait 3 points, l'omission institutionnelle initiale, facteur déterminant de l'échec de l'enquête dans les années 1990, l'absence de preuves biologiques n'invalide pas la responsabilité de la dissimulation, et la compréhension que la disparition d'un enfant est toujours une disparition collective. L'impact de ce dernier point a suscité un débat important au sein du système judiciaire. Fin 2023, Paraná a créé un nouveau département spécifiquement chargé d'examiner les affaires classées non résolues, un projet directement inspiré du cas d'Eduardo. Son nom figurait en tête de liste. Bien que l'affaire fût classée, elle continuait d'ouvrir des portes. L'équipe qui a accompagné Selma tout au long de l'enquête a également décidé de lui faire ses adieux avec dignité. Lors de leur dernière rencontre officielle en novembre, les 3 procureurs et la psychologue lui apportèrent un petit cadeau symbolique, une réplique miniature en bois du vélo rouge, avec le nom d'Eduardo gravé sur le cadre. Elle le tint délicatement, passa le doigt sur le nom et murmura, « Maintenant, il rentre à la maison tous les jours. » Au cours des mois suivants, la ville a commencé à s'adapter à la routine. Le mémorial a continué à recevoir des visiteurs. TV Cultura a diffusé une émission spéciale de fin d'année intitulée Astérisque les 493 mètres entre l'enfant et la vérité astérisque, racontée à la première personne, comme si Eduardo racontait sa propre histoire. La réaction a été immense, des milliers de personnes ont commenté, beaucoup affirmant se souvenir d'anciens cas survenus dans leur ville. Certains ont commencé à rapporter des histoires similaires, d'autres ont été oubliés, d'autres encore n'ont jamais fait l'objet d'enquête. L'affaire d'Eduardo, plus que résolue, est devenue une invitation nationale à l'écoute. Au cœur de tout cela se trouvait une femme à la voix calme et aux petites mains, assise dans une maison simple, avec une photo de son fils sur une étagère et, maintenant, la réplique du vélo à côté. Elle n'attendait pas justice, ne voulait pas se venger, elle voulait juste, où qu'il soit, savoir qu'il n'était jamais abandonné. À la fin de l'année, la ville organisa une cérémonie discrète au mémorial. Des bougies furent allumées, des enfants chantèrent et les voisins enlacèrent Selma sans un mot. Elle ne dit rien, se contentant de rester debout, tenant un morceau de tissu bleu, le même déterré des années plus tôt, maintenant lavé et encadré. Au moment de l'intégrer à la fresque finale, elle prononça une seule phrase, « Le voilà, mon fils, maintenant tu peux te reposer. » Et le silence qui suivit fut sans précédent. Un silence qui ne blessa pas, il apporta simplement une conclusion. Certaines disparitions ne se résolvent pas par des réponses, mais par la fin de l'attente. Début 2024, Curitiba ressemblait à n'importe quelle autre grande ville en janvier, chaleur intense, averse soudaine en fin d'après-midi, enfants en vacances errant sur les trottoirs, bruit des vélos qui passaient. C'est un de ces jours que Selma s'assit pour la dernière fois sur la chaise du porche surplombant le portail. Elle avait commencé à s'écrire des lettres. C'étaient de petits mots conservés dans une vieille boîte à chaussures, là où se trouvaient autrefois les carnets d'Eduardo. Elle les écrivait sans date ni signature, comme s'il lui parlait ou comme si elle-même voyageait dans le temps. L'un d'eux disait, « Maman, ce n'était pas ta faute. Je suis parti parce que je pensais que tu reviendrais bientôt. Mais même là où je suis, je t'entends quand tu allumes la lumière du salon et quand tu laisses l'assiette au micro-ondes. On est toujours à la maison. » Ces mots n'étaient partagés avec personne, ils étaient les siens, une ressource intime pour réorganiser un amour qui n'avait jamais pris fin. La thérapeute les appelait des réorientations symboliques. Elle les appelait simplement des conversations avec le temps. En février, 33 ans s'étaient écoulés depuis la disparition d'Eduardo. Il n'y eut pas de cérémonie officielle, mais les habitants firent nettoyer, repeindre et fleurir le mémorial. Un enfant laissa un mot griffonné au crayon, « Reviens jouer avec nous ». Selma ne partit pas. Elle préféra rester à la maison, mais envoya une enveloppe au coordinateur de l'événement contenant 3 objets, une photocopie du vélo d'origine, une cassette audio sur laquelle Eduardo chantait une chanson de l'école, et une lettre manuscrite dont cet extrait était le suivant, « Pendant des années, j'ai craint que mon fils ait vécu seul ces derniers instants. Aujourd'hui, je pense qu'il savait, d'une manière ou d'une autre, que je resterai ici jusqu'à ce que quelqu'un le retrouve. Pas le corps,
pas les coupables, mais la part de lui qui avait encore besoin d'être entendue. La cassette fut diffusée sur une vieille radio pendant la cérémonie. La voix était enfantine, mélodieuse, hésitant sur les mots. Beaucoup pleuraient, d'autres fermaient les yeux et écoutaient. Pendant 2 minutes, Eduardo revint à la vie. 6 mois plus tard, Selma mourut chez elle de cause naturelle. Sa nièce la trouva assise dans un fauteuil, un démo à la main. Elle était sereine. La veillée funèbre fut simple, en présence de vieux voisins et de quelques membres de l'équipe d'intervention restés en contact avec elle. L'un d'eux déclara, c'était comme si elle avait attendu la fin de l'histoire pour partir. Elle fut enterrée dans le même cimetière que son mari, un espace à côté d'elle étant marqué uniquement d'un nom, Eduardo. Il n'y avait pas de corps, mais il y avait de la place. Et à cet endroit, on gravait dans la pierre une phrase tirée d'un démo qu'elle avait elle-même écrit, « Tu n'as plus besoin de repartir. Ta mère est déjà arrivée. » Le terrain où tout s'est passé a été acheté par une entreprise technologique, mais sous la pression de l'opinion publique, celle-ci a choisi d'en préserver une partie pour en faire un jardin commémoratif. Au centre se trouve un cercle de béton avec un vélo en métal moulé, retourné et partiellement enterré, comme l'original. Des visiteurs y déposent des fleurs, et des enfants curieux demandent à leurs parents pourquoi le vélo est ainsi. Et les parents, parfois incertains de la réponse, d'autres s'agenouillent, désignent le nom gravé sur le piédestal et racontent des histoires pour effrayer ou non pas pour blâmer, mais pour rappeler que parfois la disparition n'est pas une question de distance, mais d'insouciance, qu'Edouard n'a pas disparu parce qu'il était loin, mais parce que personne n'a regardé où il aurait dû. L'affaire fut finalement classée comme non résolue, mais pour ceux qui la suivirent, quelque chose de bien plus important avait été mis au jour, non seulement les objets, les souvenirs, les questions, mais aussi la conscience que certaines histoires ne peuvent être oubliées et que, même sans une justice absolue, il y a une part de dignité à préserver la mémoire. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un passe devant le mémorial et voit la roue rouillée, l'autocollant délavé, le nom gravé dans le métal, il ne sait peut-être pas tout ce qui s'est passé, mais il sent qu'il y a là une histoire importante, une absence enfin entendue.